Ah. Bonjour à tous, donc, je suis Claude Meatz. J'ai fait il y a quelques années une thèse sur l'émigration basque depuis les provinces septentrionales au 19e et 20e siècle. J'avais tenté de refaire une synthèse puisque tout le monde me disait quand j'avais choisi ce sujet que ça avait déjà été fait, mais l'ouvrage de référence datait de 1910. Donc voilà, j'avais essayé un petit peu de remettre goût du jour et ça avait balayé un domaine assez large. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler de Samuel Lafon et Alfred Bellemare, qui ne sont basques ni l'un ni l'autre et qui sont détonateurs et promoteurs de l'immigration basque vers le Rio de la Plata. Donc, lorsque l'on s'intéresse à l'immigration depuis le Pays basque de France et que l'on consulte les ouvrages parus à la fin du 19e et au début du 20e siècle, la première date donnée des prémices de cette émigration sous une forme organisée, c'est l'année 1832. Elle figure dans un rapport du préfet des Basses-Pyrénées qui décrit au Conseil général les agissements de la maison Lafon & Wilson, recrutant de la main-d'œuvre pour des établissements agricoles de Montevideo par le biais d'un agent français nommé Alfred Bellemare. Fort souvent, les auteurs poursuivent leurs écrits avec la volonté d'orienter leurs lecteurs vers une idéologie qui est soit favorable, soit opposée au départ. Les connaissances sur les initiateurs donc de ce mouvement qui a marqué l'ouest des Pyrénées pour 2 siècles sont restées longtemps trop succinctes. La reprise des recherches sur ce sujet depuis les dernières décennies du XXe siècle a permis de nouvelles découvertes quelque peu fragmentées. Donc, il est peut-être opportun aujourd'hui d'essayer de les articuler afin de savoir qui sont Lafon et Bellemare. Comment ont-ils opéré? Quelles ont été leurs relations? Quelle place ont-ils occupé socialement? Porter des réponses à ces questions pourra permettre de voir s'il s'agit de cas isolés ou s'ils répondent à un mouvement plus vaste à l'échelle mondiale. Donc, cette communication a été réalisée grâce à des investigations qui datent de 2001-2003 pour certaines aux Archives générales de la Nation de Montevideo, mais aussi à des articles parus dans le Mémorial des Pyrénées et grâce à des publications universitaires qui sont plus récentes ainsi que celles d'érudits locaux qui sont parus des 2 côtés de l'Atlantique, c'est-à-dire en France, en Espagne ou en Uruguay, en Argentine. Pour démarrer, je vais d'abord centrer mes propos sur Samuel Fischer Lafon. Donc, il est né en 1805 à Liverpool. Sa famille est d'origine française, elle est de confession huguenote et elle s'établit en Grande-Bretagne après la révocation de l'édit avec l'édit de Fontainebleau. Donc, la révocation de l'édit de Nantes en 1685 par Louis XIV. Donc, voyageant depuis son adolescence, Samuel Lafon a acquis une bonne culture et il s'installe à Buenos Aires en 1825. Avec son propre capital, il va se dédier à l'exportation. Prospère, il acquiert rapidement une grande fortune et va se marier avec une catholique argentine, Maria Quevedo y Alsina, une union qui ne fut pas approuvée par la famille de celle-ci. La puissance croissante de Rosas, auquel il paraît suspect, le pousse alors à aller s'installer avec toute sa famille à Montevideo en 1833. Victor Pereira de l'Université de Pau, lors de recherches dans les archives de Buenos Aires. Alors, dans son article, il dit près du port. Alors, je peux m'interroger si au Centro de Estudios Migratorio Latinoamericano s'intéresse à Bellemare et les premières informations qu'il a datent pour lui aussi de 1832. Le français est alors témoin de mariage de Samuel Fischer Lafon, négociant anglais de famille huguenote, chose qu'on sait déjà, qui est venu à Buenos Aires en 1820. Le mariage est secret, il tourne au scandale, car les 2 hommes sont expulsés d'Argentine. Il s'installe à Montevideo. Lafon entreprend alors de très nombreuses affaires, bénéficiant d'un réseau commercial familial bien implanté dans la région de La Plata et en Angleterre. Déjà, on peut noter que les 2 versions diffèrent un petit peu et que le trajet de Lafon depuis le port de Liverpool jusqu'à Montevideo via une étape aux amours tumultueux dans la capitale argentine semble faire l'unanimité.
Donc, ces activités progressistes ont pris différentes formes. Alors, je vais passer assez rapidement parce qu'en fait, il entreprend sans cesse. Il a apparemment pas mal d'argent et ça fonctionne assez bien pour lui. Donc, il installe le premier moulin à vapeur de Montevideo, des fabriques de salaison. Il se lance dans l'exploitation minière des régions du Cunha-Pérou, donc à la recherche d'or. Il dédie surtout de très nombreux champs de ses propriétés aux travaux agricoles. Il fait partie des fondateurs d'une société de change qui devient une banque commerciale. Lors de la Guerra Grande, guerre civile en Uruguay, il est sympathisant des libéraux. Il coopère à la défense de Montevideo en servant d'une part de banquier à un gouvernement toujours en mal d'argent. Ça, c'est pas que là-bas et c'est pas que du 19e siècle. Et bien, il sert aussi de lien par sa nationalité avec le haut commandement des escadres anglaises intervenantes. Son amitié d'ailleurs avec le commodore Juan Bret Purvis l'entraîne à créer l'église épiscopale britannique, qui est le premier temple protestant construit dans l'Amérique indépendante et dont la première pierre posée en 1844 est posée sur un terrain dont il est propriétaire. Donc, il va acheter des îles, des terrains un petit peu partout et je dirais, il n'arrête pas. En fait, il va acheter l'île de los Lagos, la Boca del Puntoso, les îles Vizcaíno, Lobos, Infante, une grande île sur le fleuve Uruguay. C'est sans arrêt. Il en achète aussi dans les îles Malouines. Je vais le dire en français parce que si je le dis en espagnol ou en anglais, je vais fâcher forcément quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il n'a de cesse que d'augmenter, on va dire, ses propriétés ou sa richesse foncière. Mais alors voilà, quand je vous dis, en achète, par exemple, dans les îles Malouines en 1871, alors non, ça c'est la date de sa mort, il achète pour son frère des terrains, c'est 600 000 hectares. Voilà, c'est pas un petit propriétaire terrien. Donc, je vous ai parlé de 1871 parce qu'en avril, le 30 avril, il décède à Buenos Aires de la fièvre jaune. Son corps a été rapatrié en Uruguay et repose dans le cimetière britannique de Montevideo. Alors, si cet homme retient tant notre attention, c'est parce qu'il est révélateur d'une des réalités de l'immigration basque. Il arrive en Amérique, comme beaucoup d'autres Britanniques, à la tête d'un capital important et doté d'un savoir-faire commercial et d'un esprit très libéral. Le désirant de tirer un profit maximum de ces terres et de ces différentes entreprises, il s'est rapidement trouvé confronté à la problématique démographique uruguayenne qui est incapable de lui fournir la main-d'œuvre nécessaire. Que ce soit en Uruguay ou en Argentine ou autre, la conquête s'est faite au détriment des populations autochtones, des populations indiennes, on ne va pas se le cacher. Et donc, le potentiel démographique est extrêmement faible. Pour le nom de Wilson, c'est la compagnie Lafon et Wilson qui figure donc dans la dénomination de l'entreprise, à part ce rapport préfectoral, maintes fois recopié, personne n'a avancé d'informations supplémentaires à l'heure actuelle. Rajoutons, pour contextualiser encore un petit peu plus, que l'Uruguay a obtenu son indépendance en 1827 suite à un soulèvement populaire qui donne aux Uruguayens alliés aux Argentins une victoire décisive sur les Brésiliens à Ituzaingó. Et donc le traité de Rio de Janeiro reconnaît l'indépendance uruguayenne. Donc, face aux appétits territoriaux de cette petite république qui est encadrée, qui est encerclée par des voisins immenses et puissants, quoi de mieux finalement que de peupler pour mettre en valeur son territoire et s'affirmer. Donc, cette carence en main-d'œuvre n'est pas que le souci de Samuel Lafon, c'est également celui des principaux gouvernements. Donc, en 1834, la politique se tourne vers une prise en charge de l'immigration. C'est le ministre Lucas Oves
qui met en pratique un plan de colonisation qui va être sans cesse complété par des lois et des décrets. Il est soutenu par le président Rivera et ces projets-là vont être maintenus par les présidents suivants. On va commencer par Manuel Serafino Uribe. Luca Obes avait même comme projet en 1834 de fonder une ville nommée Cosmopolis qui serait destinée à accueillir toutes les nouvelles populations. Et en 1834, on a déjà Samuel Lafon qui est présent, bien avant le projet de Cosmopolis, et qui passe un contrat dans lequel il s'engage à faire venir de 700 à 1000 immigrants dans la République orientale, des personnes originaires des îles Canaries, du Cap-Vert et des Basques, qui devraient être de bonnes gens et de la classe des paysans, artisans, agriculteurs et autres pour tous travaux. Voilà, ça déjà c'est annoncé dès l'article 1. Samuel Lafon s'est engagé à prendre en charge le passage de ces voyageurs et des primes spéciales lui sont promises s'il arrive à répondre à certains critères. Donc, en fait, c'est une demande en main-d'œuvre dans des secteurs précis. Des fabricants de fils de fer, des charpentiers, des forgerons, des fourniers, des briquetiers. Et bien entendu, pour mener tous ces travailleurs, des chefs de chantier lui sont aussi réclamés. Donc, des primes sont promises alors, pour le nombre de migrants, pour leur profession. Et ensuite, Samuel Lafon, de son côté, s'engage à faire venir tous ces gens-là dans un délai entre 13 et 20 mois. Par la suite, des modifications sont apportées au contrat, notamment, elles déterminent les conditions de responsabilité du gouvernement uruguayen. Vous doutez bien, comme tout gouvernement, qu'en fait, petit à petit, il va laisser à charge de l'entrepreneur de plus grandes responsabilités et qu'eux, ils vont essayer de se mettre à l'abri de ce qui pourrait arriver. En 1837, nouveau contrat, et au fur et à mesure, c'est pareil, l'agent, finalement, lui aussi, va se défausser un petit peu, puisque quand les émigrants s'engagent, ils vont s'engager, ils vont signer une obligation de rembourser le prix de leur traversée au trésor public dans un délai de 12 à 24 mois. J'accélère un petit peu. Alors, on va avoir aussi de la législation qui se met progressivement en place, notamment l'inspection des navires par la police sanitaire des ports, qui est nécessaire pour permettre de s'amarrer au quai uruguayen. Le gouvernement oriental se décharge des erreurs que pouvait commettre l'entrepreneur et il va permettre aussi aux nouveaux émigrants d'acquérir, pour ceux qui le souhaitent, la citoyenneté uruguayenne. Donc, Samuel Lafon est doublement récompensé de ses efforts car il est payé une première fois pour le recrutement, mais il a la possibilité d'embaucher pour ses entreprises, pour ses terrains, la main-d'œuvre arrivée. Bellemare, Donc, Victor Pereira, dans les recherches, donc, qui sont finalement les plus récentes dans ce qui me concerne, confirme ces choses-là. Et lui, il trouve Bellemare, donc à Bayonne, où il est agent des maisons Lafon, Wilson et compagnie de Montevideo, mais qui se présente aussi comme agent des compagnies Lafon, Robinson et compagnie de Buenos Aires et George Bakers et compagnie de Liverpool. Donc, il recrute des Basques désireux de se rendre en Uruguay. Vous voyez, Wilson, Robinson, Bakers, et voici donc de nouveaux associés probablement de Samuel Lafon dont nous ne savons encore rien. Pour Alfred Gustave Bellemare, c'est un célibataire de 26 ans qui arrive à Montevideo sans profession en 1834. On sait qu'il connaît déjà Samuel Lafon, qu'il était témoin à son mariage. C'est le fils de Guré Bellemare, un Normand diplômé en droit qui émigre en Argentine en 1822, qui s'installe d'abord à la tête d'une colonie agricole, mais qui rapidement va reprendre ses activités juridiques et utiliser ses compétences dans son milieu professionnel, obtenir la nationalité argentine et rentrer en 1837 en France pour une raison indéterminée. En 1835, Alfred Bellemare donc, arrive à Bayonne, où il publie un premier livre, une notice sur la République orientale de l'Uruguay, suivie d'un recueil de pièces officielles. Il organise un premier voyage avec 160 émigrants
à bord de l'Elbling qui arrive à Montevideo et on va, de la part des autorités, refuser le débarquement pour des raisons sanitaires. Il faut que le consul de France, Raymond Barader, intervienne de manière énergique pour mettre fin à cette situation. Pour remédier au mal provoqué par ce premier voyage difficile, Bellemare va publier une autre brochure au Havre, une notice statistique et commerciale sur la République d'Uruguay. Il va tenter de passer des contrats avec le gouvernement espagnol pour pouvoir aussi recruter des Basques originaires des provinces d'Espagne. Il y provient et d'ailleurs il écrit une carte au consul d'Espagne pour leur annoncer un départ d'un navire depuis le port de Bordeaux, avec l'Uruguay comme destination. Il se présente souvent comme représentant de la maison anglaise Samuel Lafon. Donc, bon, voilà, il se montre assez énergique et dans ses débuts, peu d'initiatives locales semblent se dresser contre les activités de cet agent, les responsables politiques préférant d'abord se renseigner sur ce nouveau phénomène. Et de l'inaction, l'administration passera à des interventions indirectes progressivement. Le préfet des Basses-Pyrénées, par exemple, essayant de décourager les départs que Bellemare encourage, lui, par voie de presse. L'argumentaire rejoint des rhétoriques, des discours déjà analysés, avec un côté réactionnaire qu'on retrouve dans de nombreux contextes ailleurs en France ou en Europe, que ce soit dans le Limousin, dans le sud des États-Unis ou dans le Portugal de Salazar. On retrouve la trace de Bellemare aussi par des écrits, 7 au total, où alors il s'intéresse à diverses choses. Il se lamente, il s'occupe de la politique argentine, il s'occupe de la politique intérieure uruguayenne. À chaque fois, il demande à la France d'intervenir un peu selon ses intérêts et ceux de la faune. Il fait parfois l'aveu de l'utilisation du port de Passares en Guipúzcoa sans préciser sa probable utilisation pour embarquer des migrants en situation administrative défavorable. Je crois qu'actuellement, on utilise le mot clandestin. En 1853, de manière intéressante, là, il se lance dans d'autres brochures et il est question en fait de la capture et de la confiscation d'un navire, un brick, le nommé The Fame, par un vapeur de guerre français, la Chimère. Et donc là, il va faire tout son possible pour faire pression sur le gouvernement français pour des intérêts britanniques. Donc, on voit finalement qu'il agit dans leur intérêt. Sa situation professionnelle, elle évolue peu à peu. D'agent d'émigration, il va se présenter comme délégué de la colonie française à La Plata. Il rend bien entendu toujours positivement compte des installations de ses compatriotes sur la rive gauche de La Plata, où il n'y a pas eu 10 faillites depuis 15 ans. Et il évalue même la quantité de 15 000 Français installés là-bas, majoritairement des Basques et des Béarnais. Le mémorial des Pyrénées va retranscrire des courriers qu'il adresse à la Chambre de commerce et autres. Donc là, il s'appuie sur des plaintes des commerçants de Liverpool face à l'attitude du général argentin Rosas. Il demande alors toujours en fait à ce qu'on puisse laisser libre cours au commerce. On va perdre un petit peu sa trace quand même après le naufrage de la Léopoldina Rossa. Voilà. C'est quand même un drame à cette époque, ça marque les populations. Là, il se le fait un petit peu plus discret. Et ensuite, c'est John Lelon qui semble avoir été consul de l'Uruguay à Paris et vice-délégué de la colonie française à La Plata qui prend son relais. Bellemare, en consultant les recherches de Victor Pereira, s'installe à Pau, où il devient une espèce de notable local et il défend de plus en plus les intérêts britanniques. Voilà. Donc, que ce soit au nom de ses compatriotes établis en Amérique du Sud ou à celui des négociants britanniques, Bellemare déploie une intense activité. Il devient un personnage à première vue très altruiste. Donc, sachant qu'il arrivait dans les Basses-Pyrénées, en travaillant pour le compte de Samuel Fischer-Lafon, il devient assez clair que lorsqu'il déclare défendre les intérêts français de La Plata, il prend surtout le parti de son patron,
et du commerce qu'il pratique. Donc, rajoutons à cela l'énergie déployée pour tenter d'obtenir des dédommagements pour la capture du Brig the Fame. Et il est possible de se rendre compte qu'Alfred Gustave Bellemare est surtout au service de Sa Majesté d'Outre-Manche. Pour conclure, l'Uruguay est un pays de naissance, finalement, de l'émigration sous sa forme massive et encadré par des agents de recrutement. Et c'est donc un terrain de prédilection pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Ce pays pionnier ou laboratoire a connu les premières initiatives, les premières vagues d'arrivée, les premières installations et aussi les premières difficultés et désillusions. Samuel Fischer-Lafon représente un exemple type du négoce international britannique du 19e siècle. Il est né en Europe dans une famille de la haute société. Il utilise à merveille son savoir-faire et une éducation qui font de la Grande-Bretagne la première puissance mondiale de l'époque. Il dirige ses affaires et n'hésite pas à déléguer en intervenant qu'en cas de difficulté de ses associés subalternes. Très bien intégré aux élites dirigeantes de la Plata, en dépit du désaveu de son union matrimoniale, il a l'oreille des ministres malgré l'alternance des gouvernements en place. Donc il correspond bien aux tentatives de la mise en place d'un empire britannique informel dont 10% des importations et exportations sont réalisées avec l'Amérique latine. Ces très nombreuses associations professionnelles mériteraient d'ailleurs encore de plus amples investigations. Alfred Gustave Bellemare ne jouit pas d'un positionnement social aussi enviable à ses débuts. Il est issu d'une bourgeoisie moyenne. Il a, comme son prédécesseur, un vécu et des attaches des deux côtés de l'Atlantique. Probablement, il est favorisé par son amitié avec Lafon et travaille en son nom et celui de Wilson et Berker, ses compagnies, au recrutement des migrants, gagnant par là une accession sociale au niveau des notabilités départementales. Il va continuer à œuvrer plus discrètement en faveur des départs et prendre soin de ses réseaux britanniques avant que l'on ne perde sa trace. Si à travers les documents des archives nationales uruguayennes et quelques biographies sommaires, des zones d'ombre ont pu être levées sur Samuel Fischer-Lafon et Alfred Gustave Bellemare, force est de constater que le chemin est encore long. À tous ceux qui affirment que les immigrations basques béarnaises sont des sujets bien connus, il est possible de rétorquer que nous ne savons encore que très peu de choses sur Louis Mortier, agent spécial pour toute l'Europe de la Société des immigrations européennes, recrutant depuis Bordeaux des candidats pour aller au Pérou. Les archives de Guillaume Apessa, œuvrant avec son frère Jean, installé à Buenos Aires en activité de 1856 à 1913, sous-agent pour la société Colson de Bordeaux, à Saint-Palais, sont à dépouiller et à étudier minutieusement. Celle d'Adolphe et Jean-Pierre Etchebarn à Saint-Jean-Pied-de-Port, sous-agent d'Apessa, sous-agent de Colson, sont à localiser. Oui, excusez-moi, je me mets à la mode, vous savez, comment c'est, les gens qui sont derrière, là, on est manipulés, paraît-il. Donc, toujours la question, c'est de savoir par qui. En 2015, la découverte du fonds Vignier couvrant les activités de l'agent éponyme de 1885 à 1925 révèle que ce commerçant domicilié à Tardets est aussi un sous-agent de la société Colson. Jean Vignier est associé avec son frère Alexis, qui vit à Buenos Aires. Vous voyez finalement que on retrouve rapidement des similitudes, des amis, des frères, des réseaux qui unissent les littoraux atlantiques de part et d'autre se doivent d'être aussi solides que les maillons d'une chaîne qui en assure le lien. La mise en mouvement de l'engrenage migratoire n'est rendue possible que par les investissements de sociétés transnationales. Des migrants aux recruteurs, les recherches remontent petit à petit un maillage complexe de relations qui convergent vers des agences de recrutement et des compagnies maritimes transatlantiques. De Samuel Lafon, détonateur d'une émigration organisée, jusqu'à Charles Hiriart, dernier agent en activité, de passionnants voyages d'investigation entre l'Europe et l'Amérique sont encore à faire pour améliorer et approfondir ce sujet passionnant. Merci beaucoup, merci bien. Je vais faire la transition.